Bonjour, je suis Maxime Chatham, romancier. Je suis venu vous parler du Requiem des Abysses, publié chez Albin Michel, qui est en fait la deuxième partie d'un diptyque que j'avais débuté l'année dernière qui s'appelle Léviathan. Et le sujet principal de ce diptyque, c'est la France en 1900, une France un peu ésotérique, un peu gothique, un peu policière, au sein de laquelle j'ai situé ces deux intrigues en deux romans, qui, à la lecture de l'ensemble du diptyque, finalement forment une troisième intrigue. Donc mon désir profond était finalement de retrouver les sensations de lecteur d'une littérature 19e qui m'avait beaucoup plu, qui est berceau du roman policier, du roman fantastique et gothique, et j'ai essayé de retrouver ces ambiances-là dans ce diptyque. Ce deuxième volume est centré essentiellement sur la France et non plus Paris qui était le personnage principal du premier roman. Cette fois-ci on suit toujours le même personnage principal, c'est-à-dire Guy de Timée, romancier de son état, accompagné de Faustine, la reine des Catins, qui l'a accompagné dans son exil dans le Vexin parisien, à environ quelques longues heures de calèche de Paris. Et se pensant à l'abri pour se faire oublier suite à la longue affaire qui les avait marqués dans le premier roman Léviathan, ils vont vite se rendre compte que cette campagne n'est pas si paisible que ça, puisqu'un crime assez sordide a eu lieu dans une ferme avoisinante, et que ce crime est très très particulier parce que tous les éléments du crime semblent absolument inexplicables, comme si le crime avait été commis par une entité surnaturelle. Et forcément, Guy de Timée, fasciné par le mal, fasciné par la pulsion criminelle, va ne pas pouvoir s'empêcher d'aller fourrer son nez dans cette histoire pour se rendre compte que finalement tout ça est peut-être bien plus qu'un simple crime dû au hasard dans la région dans laquelle il était en exil. J'ai quelques rituels, mais finalement assez peu. Mon rituel principal, il est d'essayer d'écrire tous les jours. Ça, c'est vraiment la chose à laquelle j'essaie de tenir et de m'astreindre régulièrement, enfin quotidiennement. Quoi que je fasse dans la journée, j'essaye, si c'est nécessaire, alors je me lève très très tôt, d'écrire au moins 3-4 heures. Dans l'idéal, ma journée type, c'est de passer 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 heures devant mon écran, enfin autant que je peux, tant que la concentration et l'inspiration sont présents, tant qu'il n'y a pas de lassitude. Et le livre se construit relativement vite de cette manière parce que j'ai bien structuré mon récit avant de commencer l'écriture, et quand je me lance dans l'écriture, j'ai la structure, les personnages, toute la documentation qui est assimilée, et finalement j'ai plus qu'à donner de la matière, hein, du corps à tout ça. Et avec ce travail quotidien, j'arrive à le faire en 3-4 mois. Ensuite j'ai juste un petit rituel vraiment régulier, c'est celui de mettre de la musique, de mettre un fond sonore pour écrire qui me crée une bulle, qui me permet de ne pas être dérangé par les bruits extérieurs s'il devait y en avoir, et de passer finalement un bon moment entre mon écran, mes cahiers de notes et moi-même. Au final, je crois que je suis un auteur plutôt totalitaire, un tyran de la littérature, parce que je connais pas mal d'amis romanciers qui aiment avoir des personnages assez forts, et ensuite ils les laissent guider l'histoire. Ils se disent, tiens, mon personnage, à ce moment-là, il va explorer cette idée ou cette direction, c'est quelque chose d'évident. Moi, à l'inverse, je structure mon récit, je prépare le récit, et ensuite seulement, je commence à rédiger. Et le problème, c'est que mes personnages n'ont pas le droit de donner leur avis. Mes personnages sont les faire-valoir d'une histoire ou d'une pensée ou d'une réflexion, et finalement chacun est là pour éclairer de ce qu'il est l'histoire. J'aime bien tout contrôler, tout maîtriser, de ne pas avoir de surprise, de ne pas me laisser embarquer, contrôler par les personnages. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu un tyran avec ce que je fais avec mes pauvres héros. Mais je crois que c'est ce qui rend un roman à la fin plus construit, qui fait que il n'y a pas de hasard, tout est calculé depuis le début, même le sous-texte du livre, tout ce qui est en filigrane, la réflexion, etc. Tout ça a été pensé, mûri, préparé. Et voilà, si j'ai envie de faire des références à une scène de la Bible, par exemple, je peux la préparer longtemps en amont et choisir le nom du personnage qui collera, le lieu, le nom de la rue, et travailler ensuite sur des champs lexicaux, avec des effets de style qui me permettront de renforcer encore plus cet aspect qui fait que, à mon sens, à la fin, le livre est abouti et il est véritablement structuré du début à la fin et à tout moment. J'ai jamais pensé quand j'étais môme que je pourrais être romancier. En revanche, j'écrivais vers 14 ans, je me suis mis à écrire parce que je ne trouvais pas dans la réalité toutes les choses que je recherchais, toutes les émotions que je voulais vivre. Moi, j'étais vraiment fan de Tom Sawyer, de Sherlock Holmes, de Jules Verne, de Tolkien, de Stephen King aussi, enfin des histoires un peu palpitantes. Et ce que je voulais, c'était vivre des aventures à mon tour. Je me souviens notamment de films comme Les Goonies, Stand By Me, des choses qui m'ont marqué, Willow. Je voulais vivre ça. Sa Majesté des Mouches, même, qui est un drame effroyable quand on lit le roman de Golding, finalement je me disais mieux vaut vivre ça que rien.
même si c'est un drame, ça m'intéresserait. Et je trouvais pas ça. J'ai cherché, hein, par tous les moyens, j'ai cherché à vivre ces histoires-là, j'ai jamais réussi. Du coup, un beau jour, j'ai compris que la réalité ne me l'offrirait pas, que c'était du domaine du romanesque, de la fiction, l'aventure, la vraie aventure. Et du coup, je me suis mis à me la créer, je l'ai vécu par la procuration de la littérature, et c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à m'inventer des histoires de plus en plus denses, de plus en plus longues, qui sont devenues des nouvelles, puis des romans, et jusqu'à 21-22 ans, je ne le faisais que par compensation, jamais en pensant que ça pourrait être un métier, parce que ça ne semblait d'ailleurs pas possible d'en faire un métier. Je ne savais pas qu'on pouvait être romancier à temps complet comme profession. Et c'est vers 21 ans à peu près que j'ai eu le déclic en me disant, bon, j'ai essayé plein de métiers, clairement je crois que je reviens toujours à la même chose, ma passion, ma vie c'est l'écriture, c'est les mots, c'est m'inventer ces histoires. Je crois qu'il n'y a pas de miracle, il faut vraiment que je fasse tout pour essayer de me rapprocher d'un métier qui serait lié aux mots. Et c'est comme ça que les choses se sont faites petit à petit. Le simple fait d'un jour arriver en librairie et de voir son livre, la couverture, le titre, le nom, de feuilleter, de se rendre compte que c'est ces mots, il y a un effet qui est très paradoxal. Le premier, c'est une fierté très intense de dire mais j'ai réussi, ça y est, j'ai mon livre, maintenant j'en vendrai peut-être pas un exemplaire, mais je l'ai entre les mains, c'est un vrai livre. Et puis l'autre élément, c'est quelque chose que subitement de relire, de se rendre compte que toutes ces phrases, subitement parce que c'est devenu un livre, c'est plus tout à fait mes phrases. Il y a une sorte de distanciation qui s'est créée d'un coup et le livre a cessé de m'appartenir totalement, il est devenu celui des autres. Et je me souviens de cette émotion et c'est assez ambigu, cette fierté et en même temps ce sentiment de dire bah ça y est, c'est plus mon livre, il est aux autres maintenant. Et à partir de là c'était mais alors si jamais il n'y a aucun succès, que personne ne le lit ou que les critiques sont pas bonnes, ça veut dire que toutes les raisons pour lesquelles j'écris ce livre, cette quête de non-solitude, cette quête de vouloir partager certaines émotions et de se créer des aventures, elle n'est pas partagée par les autres. En tout cas, la manière dont je l'ai formalisé, dont je l'ai réalisé, n'est pas en adéquation avec les autres. Et du coup, je me disais, ça sera effroyable, je vais me sentir plus seul encore que je me suis jamais senti. Et c'était une angoisse. Et de se rendre compte assez rapidement qu'il y avait un vrai succès derrière, m'a rassuré énormément et m'a fait dire que toutes ces émotions, toutes ces angoisses, toutes ces envies aussi qui me poussaient vers l'écriture étaient partagées. Que c'était pas quelque chose d'un pauvre type dans un coin, mais que c'était quelque chose d'humain au sens global du terme. Et ça m'a fait un bien fou et ça m'a poussé, ça m'a porté vers la suite, vers l'écriture d'autres livres. Je crois que les romanciers ont finalement un rôle qui est très 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 large. Je ne pense pas qu'une société sans romancier, sans artiste finalement puisse vivre. Ce ne serait pas une société, ce serait une société sur un pied et elle finirait par boiter tellement qu'il y aurait une sorte d'érosion de cette société avec des conséquences graves à terme. Définir le rôle précis du romancier, j'aurais du mal. Je serais tenté de dire que on est là aussi pour faire à la fois une forme de catharsis. On est là également pour créer une projection, un double nécessaire à la société et au lecteur. Le lecteur se plonge dans un roman parce qu'il a besoin d'une sorte de prolongement éthéré de son monde affectif et de son monde imaginaire. Et la littérature sert à ça, à nourrir ce prolongement, ce double, cette vie parallèle qui nous nourrit d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de nos angoisses, de nos envies, de nos désirs, de nos fantasmes, peu importe. Ils sont multiples et variés et c'est la richesse aussi de l'art en général. Donc je crois que le romancier sert à ça, il sert à contribuer à ce prolongement artistique dont on a tous besoin pour mener une double vie du domaine de l'émotion qui est nécessaire à l'équilibre de chaque être humain dans une société comme la nôtre, surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui est une société extrêmement réaliste, cartésienne, pragmatique, et qui du coup pousse davantage encore les individus dans un prolongement fantastique, éthéré, qu'est l'art en général, que ce soit le cinéma ou la littérature. Je voudrais terminer en vous souhaitant une très très bonne lecture, parce que le Requiem des Abysses, c'est un voyage dans le temps, un voyage qui, à mes yeux, est celui de la naissance de notre société telle que nous la connaissons aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe siècle naissant même, et de se rendre compte qu'en 1900, à Paris, s'est cristallisé ce qu'allait devenir notre monde, cette mondialisation, cette industrialisation massive. Et je crois que c'est, au-delà de l'aventure policière et du roman de genre, c'est aussi une réflexion sur la façon dont on s'est construit et la façon dont notre monde aujourd'hui nous porte, à l'inverse de ce qu'il devrait être un monde que nous portons. Merci beaucoup.